Bonjour à Kiroti, bonjour à Bofa, bonjour à Symphonia, bonjour à Tombolia et Bessia, bonjour à Conakry, bonjour à l'intérieur du pays, bonjour à l'Abbé. Si vous nous pratiquez sur la 96.5 grâce à nos partenaires de Beta FM, bonjour à Conakry. Si vous nous pratiquez sur la 89.5, c'est notre fréquence dorée. Merci de nous rejoindre à la télé. C'est sur le canal 113 du Bouquet et Star Times. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est sur Kavi TV, groupe Kavi Média. Et vous pourrez également nous suivre sur TikTok, sur X et sur notre site d'information siaminfo.com. Vous le savez déjà, au menu de ce matin, construction de raffinerie en Guinée. L'État vient de signer un term sheet avec Guinée Alumina Corporation, GAC, une étape qui permet désormais le développement du projet de raffinerie d'aluminium pour un coût global de 4 milliards de dollars et une production moyenne annuelle d'1 million de tonnes d'alumine. Cette démarche répond, il faut le rappeler, à une demande, à une demande du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, en 2022. Cet accord permet au moins 15% de participation non contributive non dilutive au lieu de 0%. Actuellement, les engagements fermes de construction de la raffinerie conformément à l'article 88 du code minier guinéen. Pas que le contenu local est aussi et surtout au cœur de cet accord avec 3 axes prioritaires. Offrir en priorité des opportunités d'emploi aux Guinéens, offrir des opportunités de business aux entreprises guinéennes et former les Guinéens pour garantir le transfert de compétences et de technologies. On en parle dans cette émission. Ce n'est un secret pour personne, mais nul n'en parle. En tout cas, pas nos autorités. La liaison téléphonique de nos jours est pourtant un véritable casse-tête et c'est un constat fait par tous. Silence coupable ou complicité déguisée, le consommateur guinéen paye le lourd tribut et ne sait à quel sens se vouer. D'aucuns réclament même le lancement de Guinée Télécom qui semble mort-né après un tintamarre de tous les noms. Dommage, mais si certains préfèrent être résilients, d'autres demandent aux concernés de rendre des comptes. C'est le cas de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée et elle réclame même un audit des cahiers de charges des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs d'accès Internet en République de Guinée. Pour en parler, nous aurons au bout du fil, si tout va bien, son président, M. Mbani Sidibé, répondra à nos différentes questions. Depuis plus de 50 ans, la journée internationale de l'artisanat n'a été célébrée que cette année en Guinée, une occasion mise à profit par le ministère du Tourisme, de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat pour faire le point sur les avancées réalisées dans le secteur, de discuter des politiques en vigueur et de redécouvrir la richesse d'un domaine d'activité créateur d'emplois et de valeur ajoutée. Le thème choisi cette année étant artisanat, levier de développement économique et maillon fort de la refondation de l'État. Selon des statistiques annoncées par le département de tutelle, l'artisanat en Guinée représente environ 40% de la production manufacturière et emploie près de 20% de la population active. Il englobe 327 métiers selon la nouvelle nomenclature nationale et enregistre de nombreux groupements coopératifs et unions professionnelles. L'artisanat, sont convaincus, les autorités peuvent propulser notre développement économique et jouer un rôle crucial dans la refondation de notre État. Mais comment? La question, c'est la question que nous posons ce matin. Voilà le menu pour vous. Bienvenue sur le Média du Développement. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Bokeh, à Kagbele, à Tombolia, à Symphonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bon moment, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là?
C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas de l'électricité. Essayez de donner un peu le nom du quartier, on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Dubreka. Non, c'est Conakry. Eh bien, voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant que il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Est-ce que Swapit est une arnaque? Donc, moi, je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, mais ce qui doit suivre ces projets. Effectivement, qu'à l'État soit petit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Il faut trouver des alternatives. 9h passées de 8 minutes dans ce studio du groupe de la radio Kavi FM, il faut le rappeler. Merci d'être dans cette émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h, temps universel. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble synchronisé de nos médias, il faut le rappeler. Avec moi, autour de moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure. À ma droite, Mohamed le PM, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ça va ce matin? Aujourd'hui ça commence à aller parce que la situation du côté de la France commence à s'améliorer. Du côté politique, donc si les partis communistes, le parti socialiste et également la France insoumise arrivent à se retrouver pour ne pas que le Front National, l'actuel Rassemblement National n'arrive à prendre le dessus sur l'ensemble de ce pays. Voilà, il faut le dire. Le français, il est inquiet, hein. Allez. Yaya Diallo, bonjour, coordinateur, enquêteur en chef de cette émission. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Qu'il faut dire qu'en France, ça a été toujours comme ça. Cette fois-ci, je crois que c'est inévitable que Macron, effectivement, semble être sur une pente glissante. Je crois que rien ne pourrait effectivement arrêter cela. Donc il faut le dire. Hein. Malheureusement. Malheureusement. C'est pas la première fois que le Front National arrive au pouvoir. À l'époque, on les appelait le Front National avec Jean-Marie Le Pen. C'est pas les filles qui vont changer la France par quelque chose comme ça. Les filles ou les dames? Bon, ça dépend. On peut les appeler des filles dans certaines circonstances. Allez, voilà. Tu es mauvais. On met le bas, l'autre bas. Bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Je crois que c'est une guerre dont je vais m'abstenir. Je ne vais pas me mêler. L'autre bas. Bon, enfin, ça ne me donc tu vas aller centre bas et Diallo. Tu ne viens pas en politique, si tu ne fais pas la politique, tu seras un outil pour les autorités. C'est-à-dire la France gérer ses affaires. Je ne vais pas me mêler de la politique extérieure. La Guinée n'est pas une préfecture de la France, mais ce qui reste clair, nous sommes sous perfusion de ces pays développés et le développement, une bonne partie de notre pays, on a besoin de ces puissances mondiales. De toutes les façons, l'administration, on dit que c'est la continuité. Celui qui est là, on peut être avec lui et celui qui viendra, ce sera la même chose. Vous savez combien de millions de dollars que les Guinéens ressortissants qui sont en France, qui sont en Europe, un peu partout, Mohamed, je ne suis pas c'est le développement. Allez, c'est compris. On a déjà compris ta position. Yaya Diallo et Mohamed Ba, les deux Ba, il faut le dire. On commence par vous, Yaya Diallo. On parle de ce sujet qu'on devait normalement aborder hier. C'est la construction de raffineries en République de Guinée. L'État guinéen, enfin, un ouf de soulagement, si on peut l'appeler comme ça, malgré les multiples interpellations du président Mamadi Doumbouya, le général Mamadi Doumbouya. L'État guinéen vient enfin de signer un term sheet avec Guinée Alumina Corporation. Ce n'est qu'un pas, un pan de tout ce qui doit être fait dans le domaine des mines en République de Guinée. Oui, c'est un term sheet, autrement dit un accord préliminaire qui est signé entre l'État guinéen et Guinée Alumina Corporation. Excusez-moi du P, les anglophones. Je pense que c'est bien prononcé. Guinée Alumina Corporation. Bien. Ce qui veut dire que la Guinée qui avait une participation de 0% dans le cadre de ce projet-là verra sa participation disons augmenter, élevée à 15% avec une participation non dilutive et non contributive, ce qui sous-entend effectivement que la Guinée aura un regard dans le cadre de ce projet et le PCA, le poste de PCA aussi va être dirigé par notre pays. C'est un offre de soulagement qui impose la prudence, puisque c'est vrai que c'est une volonté manifeste de nos autorités d'imposer à un certain nombre de sociétés qui exploitent nos mines dans notre pays, de procéder à l'installation à la construction des usines de raffinerie. C'est quelque chose de fondamental. On en a dit, s'il fallait que cela soit effectivement de mise de part et d'autre, notamment aux autorités, puisque ce sont elles les décideurs, pour pouvoir avoir tous les éléments qu'il faut pour que nous puissions
essayer d'étendre la chaîne de valeur qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, aider notre pays, la population de notre pays, d'en bénéficier davantage de l'exploitation minière dans notre pays. C'est un grand pas, mais je reste prudent parce que je reviendrai un peu sur des antécédents, sur un certain nombre des accords qui ont été signés avec certaines sociétés, mais jusqu'à date, rien n'est fait dans ce sens-là. Et je pense que c'est les Russes au niveau de Sangareddy, si je ne me trompe pas. Ça date de longtemps que les Russes avaient pris l'engagement au sommet de Sangareddy. Pour ceux qui se connaissent là-bas, je crois qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui est natif de Sangareddy. Ça a été promis dès au début de leur exploitation de pouvoir construire ce qu'on appelle des usines de raffinerie, mais jusqu'à date, ça peine à être une réalité. Excepté de Fria, jusqu'à date, nous n'en avons aucunement pas dans notre pays. Donc, ce qui fait que c'est avec toute la prudence possible. Ceci dit, ça ne peut pas être forcément de la faute de l'État ou de manque de volonté ou de manque de vision de nos autorités, mais tout au plus parce qu'à un certain niveau, il y a les partenaires qui essaient de déroger à la règle et quelquefois même qui préfèrent rompre le contrat ou passer par un certain nombre de manèges pour pouvoir rester aussi longtemps que possible sans pour autant que cela ne soit respecté. On espère pour cette fois-ci, ça va être le cas, parce que de tous les partenaires que nous avons ici, les observateurs sont d'accord. S'il y a certains qui ont dû faire un certain nombre de choses qui semblent être palpables à date, ce sont les Chinois à un certain niveau, à travers Simandou et tout ce qui s'ensuit. Donc ce qui fait que on est amené à dire que c'est bien beau que les autorités puissent amener cette société qui a des partenaires financiers qui sont par ailleurs aussi des partenaires à la Guinée, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est les pays du Moyen-Orient. Enfin, ce sont les financiers et ils se sont engagés tous effectivement de matérialiser cet accord-là dans sous peu. Alors, l'un dans l'autre, pour un premier temps, on l'avait dit ici, c'est ce qui semblait être un véritable problème dans notre pays ici, parce que tout simplement, si nous avons une usine de raffinerie, ça sous-entend qu'il y a une création substantielle des emplois. Il y a ce qu'on appelle la transformation en place de la mine. Donc finalement, j'ai même entendu dans la bouche du ministre de Mines, éventuellement, après la création de cette usine-là, on va assister à la création d'une usine de transformation d'aluminium. Donc sur place, ce qui fait que la Guinée cessera, comme l'a dit le ministre directeur de cabinet à la présidence, la Guinée cessera automatiquement d'être un simple exportateur de la bauxite, mais tout simplement un acteur au niveau de la chaîne mondiale. Ce qui est évident, cela dépendra de ce que nous voulons et de ce que nous entendons faire. Parce que c'est l'État guinéen qui, à un certain niveau, détient toutes les clés. Donc c'est à l'État de pouvoir imposer, puisque nous avons un code minier, c'est sur la base de ces codes miniers, puisque vous avez vu plus loin, il est dit, si les partenaires n'arrivaient pas à respecter cet accord-là, au nom de l'article, je ne sais pas si 87 ou 88 du code minier, le contrat, enfin, va être complètement résilié. Je crois que c'est important qu'il s'approprie de ces codes-là. Ce n'est pas une invention, on l'avait dit il y a longtemps, c'est parce qu'à un certain niveau, nos partenaires ou enfin, avec trop de liberté. Ces sociétés, c'est une pléiade de sociétés qui viennent ici. Il y a des conventions quelquefois. Il y a le code minier qui est là, qui devrait être appliqué dans sa lettre. Mais on considère que jusqu'à date, il y avait certaines dérogations et cela passait par certains Guinéens qui, à un certain niveau, passaient à travers les conventions pour pouvoir se soustraire du respect strict de ce code minier-là. Nous supposons que pour cette fois-ci, c'est la bonne. Même si c'est avec toute la prudence, il appartient à l'État de pouvoir effectivement utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir pousser aux partenaires de pouvoir mettre en place cette usine-là. Ça veut dire tout simplement que si tel est le cas, c'est notre souhait le plus absolu, le général Doumbouya a réussi là où beaucoup ont échoué. Oui, il faut le dire, oui. Le PMA, on parle de cette première signature, si on peut l'appeler comme ça. Les conventions existaient, oui, avec certaines sociétés, la Guinée avait signé, mais le respect strict, comme l'a rappelé Yaya, c'est là le problème. Est-ce qu'aujourd'hui vous y croyez? J'y crois, je n'y crois pas. Je vais essayer d'aller sur la pointe des pieds pour pouvoir aborder ce sujet parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de la construction d'une usine d'alumine du côté
de Sangaredi, de Bokeh en général, mais précisément de cette mine du côté de Tanene, une sous-préfecture qui relève de Bokeh. C'est à mi-chemin entre Bokeh et Sangaredi. Félicitations aux autorités actuelles pour pouvoir décrocher 15% en lieu et place de 0%. Ça, c'est des prouesses. Ça, quand même, il faut le noter. Au moment où les gens, propriétaires de GAC, se faisaient des chiffres de milliards chaque année sur cette bauxite, et que la Guinée, ce qui gagnait notre pays, était minime. Et avec aujourd'hui l'Émiratil, GAC, vous savez, avant on parlait de Guinée Alumina Corporation. Aujourd'hui on parle de Global Alumina Corporation. Parce que les Arabes, la partie a été vendue aux Arabes Émirats, précisément avec BHP Billiton qui était dans cette localité, qui détenait cette partie pendant plus de 10 ans. Et puis la promesse annoncée n'a pas été tenue, c'est-à-dire la construction de cette mine, de cette usine d'alumine. Il faut remonter encore un peu plus loin dans les années 60, 63 jusqu'en 70, précisément 63 quand on commençait. C'est la CBG, juste pour apporter la précision avec Yaya, c'est avec la CBG, la compagnie des bauxites de Guinée, qui avec cette exclusivité d'exploitation de la bauxite de toute la zone de Bokeh. Tout appartenait à la CBG, avec tout ce qu'on connaît comme exonération de l'importation de tout ce que la CBG envoyait des États-Unis, en tout cas pour les mines de Sangaredi et pour le port de Kamsa. Rien, les douanes guinéennes n'avaient pas un regard là-dessus. C'était ça, tout ce qui était lié à l'exploitation. Mais pendant ce temps, on a fêté 10 ans, 20 ans, 30 ans, plus de 30 ans d'exploitation, aucun signe, aucune promesse en vue qui peut nous dire oui, on va avoir cette mine. Alors que c'est une exploitation à ciel ouvert. La bauxite de Sangaredi, c'est une exploitation à ciel ouvert. Allez dans d'autres pays, le Congo, le Brésil, il faut aller à des dizaines de mètres sous le sol pour avoir cette qualité que vous voulez avoir. Ce n'était pas le cas. Sangaredi, c'est à ciel ouvert, c'est le Boé, le rocher, on marche dessus. On disait à l'enfance, on se disait que les cités là où nous sommes, du jour au lendemain, on pourrait encore nous déguerpir parce qu'il y a la bauxite un peu partout. C'est très bien ce qu'on est en train de faire. Mais on a vu des présidents se suivre ici. De la transition, je fais allusion au CNDD, de Moussa Dadis Camara. On a vu le président Alpha Condé. Et aujourd'hui, on parle de Mamadi Doumbouya, le général. Est-ce que cela va aboutir? Point d'interrogation. C'est un espoir. Le document même qui a été signé, ce n'est pas le document, ce n'est pas un document définitif. Timeship dont on parle, cela veut dire que c'est le document, c'est le préliminaire qui est là. Les détails pour le contenu réel du document, ça va suivre après. C'est l'importance, la qualité de la chose, l'avenir de la construction de cette usine se retrouvera dans ce document. Ce n'est pas le document que nous avons là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, il faut mettre dans la tête. C'est évident, il faut y aller là. Ils avaient la volonté de construire Global Alumina Corporation, de construire cette usine. Après, ils ont parlé comme argument que Covid est arrivé. Après Covid, on a parlé de l'armée, de l'arrivée de l'armée au pouvoir. Tout ça, on pense que ça peut aller. Mais alors, avec ça, qu'est-ce qu'on peut donner? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que cette construction va avoir lieu? Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pourquoi je n'y crois pas? Parce que toutes ces mines, toutes ces sociétés minières qui sont en Guinée, aujourd'hui, ont des usines d'alumine dans leur pays. Des usines flambant neuves qui sont là, qui existent déjà. Mais si on dit qu'on va transformer, quelle est la quantité de bauxite qu'on va transformer? Du côté de Sangaredi, à peine, donc, il a fallu plus de 10 ans avant qu'on arrive donc il y a plus de rêves que de réalité. Il y a plus de rêves que de réalité. Parce que c'est la même chose du côté de la Chine. Ils ont leur industrie de transformation de la bauxite en alumine. Ça existe déjà. Si on insiste pour qu'on arrive à le faire en Guinée, quelle est la quantité? Ils transportent actuellement, ils sont aux environs de 30. Est-ce que le partenaire va même accepter ces clauses? Il y a un engagement qui est déjà là. Le premier document qui est là, cela veut dire que oui, ils disent qu'ils sont d'accord. Non, Guinée Alumina Corporation est une société parmi tant. Oui, mais parmi tant, mais c'est non. Ça, c'est côté Bokeh. C'est eux qui sont là d'abord. On a vu que du côté de tout récemment, au mois de mars,
Début mars, on a vu le Premier ministre signer un accord de construction d'une autre usine de mines du côté de Kamsa, précisément. Ça c'est autre chose avec les Chinois. Et c'est qu'on l'exploite. Il faut voir avec quelle voracité les Chinois du côté de Bokeh en train d'aspirer la bauxite de Bokeh. Cela veut dire que l'usine qu'ils ont de leur côté, l'envie est là, il faut faire fonctionner. La capacité de la consommation est très grande. Donc nous, est-ce que ce rêve dont on est en train de nous miroiter aujourd'hui, avec tout ce que cela pourrait engendrer comme emploi auprès de la population, est-ce que cela pourrait avoir lieu? Cela verra le jour. Moi, mon interrogation se trouve à ce niveau. Parce que réellement, il faut se dire la vérité, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parce que pourquoi la CBG, qui était là depuis combien d'années, avec tout le sérieux qu'on peut connaître avec les Américains, bref, les Occidentaux, parce que c'est avec les Français, les Américains, tous les départs qui étaient associés là. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Non, il n'y avait pas de pression, mais ils sont avec tous les avantages qui existaient. C'est parti. Global est venu. Pendant combien de temps? Depuis 2000 on en parle. Ils ont fait la passation. BHP Billiton, ils ont donné à Mubadala. C'est comme on appelle ce consortium du côté des Émiratis. Donc, pour moi, il faut que l'État se réveille. D'abord, quand la construction d'une usine, il y a le côté de la Guinée, déjà, ça part dedans. Du côté de Sangarili, c'est compliqué parce que la Guinée avait 49%. Les partenaires ont 51%. Si vous devrez parler de la construction d'une usine, il faut que vous mettez quelque chose sur la table en tant que partenaire. C'est quelqu'un qui est là. Et l'État, avec tout ce que nous connaissons, notre capacité de mobilisation de fonds, de dollars, d'investissement, des millions et des milliards de dollars, je me demandais où l'État allait prendre ça, ce n'est pas la Banque mondiale. Et nous voyons qu'avec SFI aujourd'hui, la Banque mondiale est en train de prendre part dans ces grandes sociétés minières, dont Sangaredi. Donc, ça donne à réfléchir. L'une des structures ou agences dans notre pays qui devrait apporter quelque chose de nouveau, de valeureux, c'est l'ANAIM, l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières. Tout ce qui est chemin de fer, c'est pour l'État. Si vous voyez aujourd'hui, Global Alumina avait au départ commencé à utiliser les rails de Sangaredi comme ça, c'est parce que c'est une propriété de l'État depuis quelques années. Toutes les maisons, c'est propriété de l'État. Le port de Kamsa, c'est une propriété de l'État. Maintenant, la construction, la gestion, c'est l'État qui devrait donner le ton. Et qu'on arrive à dire, voilà ce que nous allons faire, voilà la part de l'État. Si l'investissement, c'est 6 milliards de dollars, la Guinée est en mesure de donner 2 milliards de dollars ou 1 milliard de dollars. Là, vous mettez la pression sur les partenaires à investir. Mais si l'État n'arrive pas à faire quelque chose à travers ces structures, qui est l'ANAIM, n'arrive pas à investir, vraiment, ce n'est que de rêve qu'on est en train de le miroiter, qu'on n'arrivera jamais. Si je comprends bien, aujourd'hui, il faut le dire, si je comprends bien, ou si je dois le comprendre, il faut carrément passer au peigne fin, tous ces accords. Il faut passer au peigne fin, voir la faisabilité des choses, voir jusqu'où l'État même peut jouer un rôle, la place de l'État dans ça. Ce n'est pas dit seulement, il faut construire les usines, il faut construire. Les gars ne viennent pas jeter de leur argent ici, il faut se le dire. Ils ne viennent pas jeter. Ils investissent pour faire des bénéfices. Ils investissent pour faire des bénéfices. S'ils investissent et qu'ils n'ont pas de retour, ça va être compliqué. Et pour cet investissement-là, il faut que l'État même arrive à prouver, voilà ce qu'on peut faire. Quelle est notre capacité de pouvoir donner quelque chose en matière d'investissement? Voilà, nous pouvons mettre sur 10 milliards, je prends toujours des exemples comme ça, l'État peut dire au moins on peut donner 1 milliard ou 2 milliards de dollars. Mais si cela n'est pas le cas, ça devient vraiment compliqué et on ne peut pas espérer parce que notre capacité de mobilisation, notre capacité de financement de ces différents projets est très minime et très faible et qu'on nous voit même du côté des mines de Simandou. Le projet, on a dit qu'on va créer une agence qui va continuer accompagner sur la création des infrastructures à ce niveau. Mais comment on peut se lancer dans la création des infrastructures minières alors qu'il y a une agence qui est là, qui est l'ANAIM, qui a cette capacité à faire la même chose. Mais malheureusement, on se rend compte que l'ANAIM, déjà, est devenu, je ne dirais pas un truc politique, mais c'est juste pour nommer des gens qui viennent là politiquement, mais qui n'ont pas cette capacité à pouvoir mobiliser des fonds afin de pouvoir faire quelque chose en matière de construction des usines. Donc, ce qu'on peut résumer, on ne pourra jamais s'attendre à la construction
d'une usine de mine, si une usine d'alumine, si l'État guinéen n'a pas sa capacité, n'a pas la force de mobiliser quelque chose, mettre quelque chose sur la table et inviter les autres partenaires à faire la même chose. Bien, ce qui est très très important. Aujourd'hui, il faudrait quand même attirer l'attention des uns et des autres sur les clauses de cet accord préliminaire, puisqu'on parle de terme shit, hein, si je prononce bien. Il faudrait que les uns et les autres comprennent que ce n'est pas un accord définitif. Ce n'est pas un accord, c'est un accord préliminaire. C'est un accord préliminaire. Donc, et dans l'autre phase, tout peut changer. Tout peut changer, bien sûr. Bien. Déjà, c'est que nous essayons de comprendre et j'essaie de voir, c'est un verre à moitié plein. Je ne vais pas voir le verre à moitié vide. Non, je vais voir à moitié plein. C'est-à-dire, on a déjà 15%. Cela veut dire on a réussi. Le général Mamadi Doumbouya et l'ensemble de l'équipe gouvernementale réussi vraiment à faire fléchir les partenaires. Parce que c'était déjà quelque chose, une convention qui était là. Au départ, ce n'était pas écrit qu'ils devraient faire quelque chose. Même si la construction d'une usine, c'était une prérogative, ils ont donné des raisons qui pouvaient en tout cas qui justifiaient ce retard, c'est-à-dire Covid, alors que Covid est venu seulement en 2020. Pendant tout ce temps, plus de 10 ans, personne n'a essayé de construire quelque chose. Je pense que c'est quelque chose, il faut taper sur la table. Il faut faire attention à ces promesses. Et il faut voir la capacité, aussi jouer sur la capacité de réalisation et aussi des tonnages qu'on envoie chaque année. Parce qu'on peut fermer, on peut dire, voilà, on réduit parce que vous n'êtes pas incapable de respecter ce que vous êtes en train de faire dans notre pays, dans la gestion des mines. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, toutes ces communautés autour vraiment de ces mines souffrent, il faut le dire, souffrent, ils ont perdu leur champ, ils ont perdu leur jardin. C'est être pauvre dans un pays de dollars. On les a rendus pauvres, hein. C'est quelque chose, c'est un angle, peut-être on trouvera le temps de rentrer dans ces détails. Et tous ces petits villages qui sont autour, après on essaie de construire des maisons à peine si ça fait 3 mètres carrés. Ce qui est très très grave pour notre public. Nous osons croire que les mines vont quand même donner de l'espoir, hein, ou en tout cas réaliser ce rêve que nous avons toujours eu à faire depuis l'enfance. L'autre bas, il faut le dire. Le bas, oui. Par rapport à cet accord préliminaire, hein, le PM le disait tout à l'heure, le rappelait. Aujourd'hui, ce n'est qu'un accord préliminaire. Nous savons comment les choses se passent dans ce pays. La continuité est très difficile en République de Guinée. Aujourd'hui, que faut-il craindre? Le micro, Diallo. Oh, on a un problème on a un souci avec ton micro, Diallo. Ça ne va pas avec le micro de bas ce matin. Allez, on va utiliser l'autre micro en attendant. Oui, allez-y. Ce qu'il faut craindre aujourd'hui, le véritable problème, les autres l'ont rappelé, c'est que nous avons toujours été, on s'est toujours fait berner. Honnêtement, ça fait combien de temps que ces sociétés minières existent dans notre pays? On a parlé de la CBG. La CBG, c'est avant ma naissance. La CBG, c'est sûrement avant ta naissance. La naissance, c'est-à-dire de tout le monde ici dans la cité. Mais 60, je n'étais pas né. C'était depuis les années 70. La CBG existe. Mais qu'est-ce que ça donne à la Guinée? Ça ne donne rien du tout. Pratiquement, au fait, en tout cas, c'est-à-dire les citoyens n'en profitent pas, peut-être comme les autorités. Il faut oser le dire. Nous parlons là d'un accord préliminaire qui s'élève, dont le coût s'élève à 4 milliards de dollars, dont la production annuelle est estimée à 1 million, disons. C'est un beau projet, un très joli projet, mais est-ce que cela pourrait réellement être avantageux pour la Guinée? Avec tout ce qui suit le projet, c'est-à-dire les clauses et tout est bien beau. Mais là n'est pas le problème. On rappelait, en fait, moi, ma préoccupation majeure avec toutes les sociétés minières aujourd'hui qui existent dans notre pays, qui opèrent dans notre pays, c'est le respect des cahiers de charges. Le respect, c'est-à-dire du contenu local. C'est un véritable problème. Aujourd'hui, vous partez dans ces villes, dans ces villages, dans ces zones minières, dans ces villes, dans ces villages qui abritent, c'est-à-dire ces sociétés minières où ces sociétés minières opèrent. Mais vous ne pouvez lire que, c'est-à-dire de la misère sur le visage des citoyens qui y vivent. Donc être pauvre dans un pays de dollars. Être pauvre dans un pays de dollars. Heureusement, c'est que malheureusement, aujourd'hui, ça ne profite pas à ces gens-là. Et souvent, ces sociétés minières viennent. C'est-à-dire, tout est écrit sur papier, mais l'État est absent dans le suivi. Parce que vous allez voir, ces sociétés vont s'engager, c'est-à-dire non seulement quand il y a, c'est-à-dire destruction de l'environnement, de passer à la compensation, mais vous allez trouver que cela n'est pas fait sur le terrain.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages, par exemple, surtout à Sangaredi, par exemple, qui ne parviennent plus, c'est-à-dire non seulement les champs ne donnent plus, les marigots qui sont là, c'est-à-dire on tarit, et puis voilà, au fait, ce sont des gens qui vivent en véritable enfer. Et pourtant, l'État est au courant de ça, parce que parfois même, il y a un moment, si vous vous rappelez, il y avait des remous en cascade qui naissaient à chaque fois à Sangaredi et environ, pour dénoncer, c'est-à-dire ces mauvaises manières de faire de ces sociétés minières-là. Mais qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, vous retournez là-bas, vous allez trouver que les citoyens sont dans la même situation. Qu'est-ce que la Guinée peut réellement tirer comme profit de ce projet-là? Je crois que c'est à nous de voir, parce qu'on parle quand même de 15%. Quitter des euros à 15, je crois que c'est vraiment un pas. C'est une prouesse, c'est une avancée, c'est une étape très importante. Non dilutive, non additive. Il faut le dire. Vous comprenez réellement, si vous comprenez ce que ça veut dire, ça veut réellement dire que c'est important pour le pays, que c'est le moment pour nos autorités de faire profiter et les citoyens et le pays. C'est que même si on ne met pas un franc, nous avons 15%. Nous avons ces 15%. C'est-à-dire on investit 0 franc, mais en retour on a 15%. Et il y a un autre piège. Bah l'a rappelé tout à l'heure. Par rapport à la production, c'est-à-dire à la transformation sur place. Il y a quelle garantie? Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait croire que, c'est-à-dire parce que ces sociétés ont des usines dans leur pays d'origine. Avant, ces bauxites, ces produits, ces trucs et autres miniers étaient transportés directement. Ces sociétés qui sont, ces raffineries ou ces usines qui sont de l'autre côté, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Ça, c'est un véritable, un véritable souci. C'est un véritable souci. C'est une question fondamentale qu'il faille se poser. Parce que là, je vois, moi, personnellement, je vois un piège. Parce que c'est difficile. Au fait, vous n'avez rien à offrir. Est-ce que vous pouvez vous imposer ou dire non, voilà, c'est comme ça que c'est nos mines, hein, cher ami. Je sais que c'est nos mines. C'est nos mines. Mais quand il s'agit par exemple de la participation, il faut quand même apporter quelque chose. On ne vient pas quand même avec les mains vides. Il faut apporter quelque chose pour se faire respecter. Il faut au moins avoir du charisme. Aujourd'hui, est-ce que l'État a ce charisme-là par rapport au suivi de tout ce qui a été dit, parce qu'on parle quand même d'un accord préliminaire. Demain, après-demain, on peut revenir à zéro, c'est-à-dire on peut tout perdre. Même si nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas. Parce que cet accord, le pays peut s'appuyer dessus. Parce que je me dis que c'est vrai, parce que c'est parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sérieux dans notre façon de faire, c'est-à-dire par rapport à ces sociétés minières et tout autre. Sinon, c'est sur ça la Guinée peut vraiment s'appuyer pour parler de développement. Rien d'autre. Il y a d'autres pays qui s'appuient sur le pétrole et ainsi de suite pour se développer. Pourquoi pas nous? On peut bien le faire. La Guinée a combien de pays? La Guinée a combien de sociétés minières aujourd'hui qui opèrent quand même sur le sol? Je crois que c'est énorme. C'est parce qu'il n'y a pas de suivi, parce qu'on ne sait pas par endroit ce qu'on veut, par moment ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on doit réclamer à ces sociétés-là? Elles doivent s'engager à faire quoi si on n'a pas, c'est-à-dire la réponse à toutes ces questions? Je crois que ce qu'on est en train de faire, c'est de prêcher dans le désert. Dans le désert. Je le rappelais tantôt, oui, Mohamed, le PM, je le rappelais tantôt, c'était hier dans mon introduction, je disais que il faudrait qu'on laisse un héritage radieux à la future génération en lieu et place d'un souvenir malheureux. Oui, je sais pourquoi je le disais, parce que on devait aborder le sujet hier et j'y ai pensé. Aujourd'hui, prendre 1 million de dollars, 1 milliard de dollars, 3 millions de dollars, 3 milliards de dollars, et que demain, la génération future n'en profite pas, c'est dangereux. J'ai craché sur la mémoire de nos prédécesseurs. Évidemment. Je fais allusion au camarade Ahmed Sékou Touré qui s'est battu dans ce sens pour pouvoir garder nos biens, tout ce qu'on a comme ressources naturelles. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et c'est une obligation morale aussi pour ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ou ceux qui vont venir demain, de préserver ce que nous avons eu là, par la grâce à travers la Dame Nature qui nous a donné tous ces biens. Le cas de la CBG, c'est quelque chose d'extra, je ne dirais pas ordinaire, extraordinaire, mais c'est une référence, doit être une référence pour nous tous, en tout cas pour la Guinée, pour les autorités guinéennes.
Retenez bien que pendant la signature de cette convention de 1963, avant l'exportation de la bauxite en 1973, la contribution volontaire après quelques années de production pour la communauté, développement de la communauté, était à $500 000. Volontaire, hein, je dis bien volontaire, contribution volontaire pour Sangaredi, pour Oboké, pour Kolabui, pour Kamsa, c'est-à-dire c'est toutes les zones traversées par le train, c'est-à-dire on dit la nuisance, c'est-à-dire le bruit que ça fait tous les jours, les trains passent. Donc normalement je devais être dédommagé, normalement. Bon, c'est une question, vous qui maîtrisez les mines, aidez-moi. Non, c'est quelque chose qui dédommage. Non, mais pour cette nuisance, oui, bien on sûr. doit me payer quelque chose. Oui, ça quand même la nuisance sur ce plan. Ils ont tu vas pas me ils faire ont le tenu coup, là. compte de cela depuis très longtemps. Oui, elle va pas me faire le coup là, parce que je le vois secouer la tête. Le bruit de train. Oui. Le train traverse sur les 135 km qui séparent le port de Kamsar aux mines de Sangaredi, c'est 135 km. Tous les villages, toutes les sous-préfectures qui sont là, devraient bénéficier, parce que je ne sais pas si c'est le cas, devraient bénéficier des retombées de ces $500 000 chaque année. De Bofa. Oui, je suis de Bofa, c'est pourquoi je demande. Donc, je suis de Bofa là, mon cher ami. C'est ce que j'ai dit. On doit payer. Qui peut arrêter ces garçons dans ce studio? Allez-y. Donc c'est quelque chose que nous avons. Et après, tellement les gars, et ça c'était aux environs quelque chose de 12 à 13 millions de tonnes par an. Et la CBG, quand elle est arrivée aux environs de 18,5 millions de tonnes par an, la CBG, contribution volontaire, a rehaussé de $500 000, on se retrouve à 2 500 000 $ qu'on donne pour le développement communautaire. Mais cher ami, tu m'apprends des choses. Donc là. ça, non mais c'est quelque chose que nous vivons. Non mais tu m'apprends des choses. Malheureusement, la communauté ne tire pas profit. Allez dans ces villages comme Balo disait tout à l'heure, vous n'allez pas sentir que vous êtes dans une zone où on tire des millions de dollars. Est-ce que tu sais qu'ils viennent de Bofa également? Ah oui, je sais. Bien. Je sais. Donc s'ils demandent, c'est les enfants qui sont venus, les grands-pères, les aïeux qui sont venus de Pita, ils sont installés dans les localités. On est venus les parents sont venus chercher du sel. Après maintenant on est plus. Ah voilà. Donc on n'est plus répartis, ils sont plus répartis. Donc nous connaissons très bien nos zones. Donc c'est pour dire que de $500 000, la CBG est partie à 2,5 millions, je sais pas. Ouais. Ça c'est quelque chose dont je parle, ça date de 2017. Il faut le dire comme ça, 2017, je sais pas. 8, quelque chose comme ça. 7-8 ans. Quelque chose comme ça. Oui, voilà. 7 ans. Donc ça c'est... Et forcément, ça a dû monter parce qu'au fur et à mesure, l'envie vient au niveau de ces sociétés minières, parce qu'il faut voir les camions qui transportaient les bauxites de ces zones d'extraction au niveau des trains. Ça a pris de l'espace. Ce n'est plus des camions de quelques mètres, mais ça est devenu maintenant ces mousses. Quand tu les vois, moi je peux m'arrêter sur la pointe des pieds, je n'arrive pas à toucher les blondes qui servent ces roues de ces véhicules-là. Donc cela veut dire combien de fois c'est des maisons qui transportent ces bauxites-là. Donc la tonne, la capacité, ils ont fléchi, ils ont monté la contribution. Au lieu que ça ne soit de $500 000, contribution, et j'insiste là-dessus, contribution volontaire de la CBG au développement communautaire, 2,5 millions, 2 500 000 $ qu'on donne à la communauté. Est-ce que 2 500 000 $, ça fait combien, Yaya? 2 milliards ça, tu vois, ou c'est 200 milliards? 200 milliards. Qu'on donne pour la communauté. Et plus de 200 milliards. Je ne parle pas des autres sociétés minières. Oui, on parle que d'une. Je parle de la CBG d'une seule société. D'une seule société seulement. On a et pêché. ça, vous vous rendez compte? On a pêché. Maintenant, les 2 millions, tout ce qu'on a payé depuis des années, des décennies, des $500 000 là. Après, on va dire, de temps en temps, on voyait quoi? Des petites écoles, une école de 3 classes qu'on a construit, quelques forages dont il n'y a plus de pièces de rechange. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que l'État se réveille à ce niveau. Ça existe. Il faut qu'on se réveille. L'investissement, même si on n'a pas beaucoup, mais le peu qu'on a, qu'on arrive à les utiliser à bon escient. Vous voyez des gens s'enrichir banalement sur le dos de ces pauvres citoyens dont tous les jours on retire quelques mètres de champ, voire même on retire tout. Donc le problème pour moi se situe à ce niveau, c'est le suivi. Si le suivi n'y est pas, on va transformer toute la ville, les 245 000 km² de notre pays, de la Guinée, en bauxite ou en or. S'il n'y a pas de sérieux dans le travail, la population ne tirera jamais profit. Normalement, aujourd'hui, la Guinée devrait être comme l'Arabie Saoudite. La Guinée devrait être l'Arabie Saoudite. C'est pas pour rien que le président Alpha Condé a érigé cette zone de Boké, Bofa, de Boké précisément, de zone spéciale. Parce qu'on sait ce qui est là, le trésor que nous avons. La bauxite, on ne voit pas, on n'allait pas, c'est-à-dire le décapage, c'est juste les quelques bois ou quelques herbes qui sont là. Directement, on a la bauxite. Alors que dans d'autres pays, comme je le disais tantôt, au Brésil, c'est des mètres, des dizaines de mètres pour aller chercher de la bauxite.
Et la qualité de la bauxite de Bokeh ou de Sangaridi, plus précisément les mines de Sangaridi, c'est très élevé en teneur de bauxite. C'est plus que ce qu'on a du côté avec les Russes. Non, ici, du côté de Kindia. Ah, ok. C'est qu'on repousse, on dit Sangaridi ici, ils font l'analyse, ils trouvent c'est quelque chose de 45%, ils mettent de côté, on ne prend pas. C'est ce qu'on utilise, on transporte du côté de Kindia tranquillement, et les Russes, c'est ce qu'ils utilisent. Et ils sont deuxièmes derrière la Chine. Alors que Sangaridi, c'est quelque chose de plus de 60% en teneur. On ne travaille pas beaucoup pour pouvoir transformer. Et aussi sur le plan de l'environnement, on n'utilise pas beaucoup de chaleur pour la transformation parce que c'est facile, c'est là. Donc nous avons de l'or. C'est la même chose que nous avons avec le gisement de fer du côté de Simandou. Il y a moins de travail à faire. Donc nous pouvons nous imposer. Nous savons très bien ce que représente l'aluminium. Bien. Les avions aujourd'hui, c'est l'aluminium. Les canettes de boissons que nous avons, c'est l'aluminium. Ça ne vient de nulle part, c'est l'aluminium. Qu'est-ce que nous attendons pour nous imposer? Pour nous taper la poitrine, nous aussi on peut le faire. Mais on refuse. On essaie de se contenter de quelques 20 000 $, 25 000 $ de dessous de table, de corruption, alors qu'on peut donner mieux à cette communauté. Bien, c'est qui est compris. Je suis de ceux qui pensent que, admettons qu'il y a eu un réveil, même si il est tardif, mais je suis de ceux qui pensent que certainement ça peut être la bonne avec les nouvelles autorités, parce que même certains opposants les plus farouches l'ont reconnu. Hein. C'est une dynamique qui est engagée. On souhaite que ça pourra aller, ça pourra aboutir à quelque chose, sinon c'est le plus absolu. Il appartient à nous, j'ai dit, c'est nous qui détenons tout. Il appartient à nos décideurs d'être très avisés. De prendre des engagements qui puissent aider le pays. Tout à fait, et de s'entourer des gens qui sont, qui peuvent les orienter. C'est un peu cela, les spécialistes en la matière. Ce que j'ai dit, à un certain niveau, quand on a des projets d'envergure, il faut taire les dissensions internes et consulter tout ce qui pourront faire un certain nombre de choses, notamment ceux qui sont expérimentés en la matière pour pouvoir donner des directives pour mieux orienter, disons, guider la décision de ce qui décide là. De toute façon, ce qui décide là, c'est ce qui engage la Guinée. Maintenant, si les décisions ne sont pas bien mûries, quelque part ici, dans les années à venir, on dira, bah, écoutez, on avait péché quelque part. Parce que ce qui sont là, ce qu'il faut dire, c'est que c'est des gens qui viennent chercher leurs intérêts à eux. C'est important. Ah, oui. En ce qui concerne la CBG, les 2 millions et quelques évoqués ici, voyez-vous que le problème, c'est nous, ça c'est à notre niveau. Parce que dans le code minier, 1% de la production, des retombées de la production devrait revenir à la population, à la population locale. Oui. Donc, à la communauté. À la communauté dans son ensemble. À la communauté. Donc, ce qui sous-entend que naturellement, c'est quelque chose qui existait ici. Donc, c'est une obligation de la part de ces sociétés-là de le faire. Mais quand on le fait, c'est sur les préfets. Quand on le fait, c'est sur les maires. Quelquefois, c'est faire un tour de ce côté. C'est les gouverneurs. Quelquefois, c'est les ministres. C'est les ministres. Vous me donnez des idées. Quelquefois, c'est les ministres. C'est très important. Il faut faire une immersion dans la mine de Bokeh. Vous vous rappelez tout récemment, au soir du règne d'Alpha, au niveau des Dingiraï, il y a eu de ce cas-là avec le préfet. Avec le préfet, je me rappelle. Qu'on accusait d'avoir détourné 9 milliards à l'époque. Une ruée vers Dingiraï. Et puis voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ce qui sous-entend que, c'est pourquoi j'ai dit au CNRD, notamment au général Doumbouya, il doit pouvoir effectivement refonder ce secteur-là. Refonder ce secteur, c'est pour pouvoir mettre en place des mécanismes pouvant permettre à tous ceux qui sont engagés de ne pas tenter, disons, de mettre en avant leurs intérêts, parce que jusqu'à date, c'est ce qui continue dans notre pays. Malheureusement, et les partenaires profitent de cela. Vous savez, quand ils viennent, ils tapent le terrain pour voir est-ce que ces gens-là sont corruptibles, si on est corruptible, et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, on nous tend, disons, le piège, on tombe là-dedans, on essaie de corrompre quelques-uns pour pouvoir bénéficier, disons, l'avantage, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui devrait quand même bénéficier, enfin, c'est la Guinée dans son entièreté qui devrait bénéficier de tout cela. Donc, ce qui sous-entend à un certain niveau, on ne peut pas s'en prendre à ces sociétés-là. Le problème est à notre niveau, donc c'est à nous, à un certain niveau, de pouvoir prendre nos responsabilités, notamment le patriotisme, ce qu'il faut dire aujourd'hui. La nation avant tout. Nous devons sortir de cela. En tout cas, si le colonel, enfin, si le général et le CNRD veulent vaille que ces projets soient quelque chose d'effectif,
il doit pouvoir effectivement, à un certain niveau, essayer d'assainir et voir ceux qui sont impliqués là-dedans. Parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, au lieu de profiter au nom de tous les Guinéens, alors qu'en réalité, c'est quelques-uns qui s'empochent tout ce qui deviendra la les bandits à col blanc, oui. Ce qui fait mal aujourd'hui, ce qui fait très mal aujourd'hui, c'est de voir des trous partout en Guinée. C'est-à-dire, si je dis des trous, creusés par ces différentes sociétés minières, et puis on ne voit rien. En fait, ça fait très mal. Vous ne pouvez pas comprendre. Non, c'est toi qui ne vois pas, citoyen lambda. Non, mais sérieux. Sérieux. Non, c'est toi qui ne vois pas, cher. Sérieux. Et puis, vous avez rappelé une chose très, très importante. Aujourd'hui, ces sociétés minières profitent de quoi? De la naïveté, c'est-à-dire de certaines autorités locales, de leur complicité, de leur gourmandise, c'est-à-dire pour faire ce qu'elles rien pour les autres. Pour faire ce qu'elles veulent. Allez-y du côté de Kamsar. La mangrove, elle n'existe plus. Au niveau du littoral, la mangrove n'existe plus. Elle a été presque détruite, même pas à moitié. Et évidemment, mais il n'y a pas de mesures compensatoires. C'est que des mesures de compensation n'existent plus. Pourtant, dans ces cahiers de charges, c'est-à-dire ce que ces sociétés doivent faire, pourtant cela figure. Réellement, si vous parvenez, c'est-à-dire à casser quelque chose, c'est-à-dire vous remplacez, vous détruisez la mangrove, c'est que vous procédez évidemment à une mesure de compensation. Bien. Mais cela n'existe plus aujourd'hui. Est-ce qu'il faut rester là, bras croisés et observer ces sociétés minières non seulement détruire notre environnement alors qu'en retour on n'en a rien? Je crois que nos autorités c'est-à-dire doivent prendre conscience de tout ce qui s'est passé bien avant et rattraper, c'est-à-dire rectifier non seulement le tir et se rattraper. Parce que là, il y a une autre chose. Vous l'avez dit, quel héritage nous allons donner, c'est-à-dire à la génération qui va venir après. Cette génération, c'est comme si vous mettez un enfant au monde. L'enfant ne peut pas choisir ses parents. L'enfant ne peut pas choisir ses parents. Vous pouvez choisir. Au lieu de s'occuper de celle qui viendra, il faut s'occuper de celle qui est là, nous qui sommes là. Vous pouvez. Non, peut-être nous, on ne peut pas directement bénéficier. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est important, on peut en bénéficier. Non, pas directement, oui, pas directement. Honnêtement, nous avons sous la main. Jeune, selon la clause, on est comment dire, avec la charte africaine. Nous avons aujourd'hui nous avons sous la main, c'est-à-dire aujourd'hui nous avons sous la main un projet qui peut vraiment nous permettre de sortir, c'est-à-dire de beaucoup de mots. Nous n'atteignons même pas 15 millions de personnes dans ce pays. Honnêtement, il y a combien de sociétés? Mais vous partez dans ces villages, vous ne trouvez même pas de bonnes écoles. Vous partez dans ces villages, vous ne trouvez même pas de bons centres de santé. Est-ce que l'éducation là-bas même est une priorité? Les enfants, ils ont compris, ils vont tous dans les mines, allez-y à Sigiri, moi j'y ai fait un tour. Là-bas, il n'y a pas d'école. L'école, c'est pour ceux qui, peut-être ceux qui ont un moral un peu. Parlez aujourd'hui de Sigiri avec tout ce qui se passe. Sigiri est devenu une sorte de mouroir, disons comme ça. Non seulement pour c'est-à-dire des citoyens avec cette affaire de mine, et aujourd'hui les gens s'entretuent, ça ne passe pas, c'est-à-dire 2 jours, 3 jours sans que vous n'entendez des cas de mort. C'est comme si l'État n'existait plus dans cette partie du pays. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce projet, il faut aller prudemment et surtout savoir, c'est-à-dire définir ses objectifs et profiter de ce qui est là, surtout aussi être sérieux dans ce qu'on appelle suivi. Le suivi, il est très important parce que ça a été le cas et c'est le bon moment pour nos autorités de dire voilà, c'est ici, c'est-à-dire le gouvernement, les gouvernements précédents, c'est-à-dire ont échoué, il nous faut rectifier le tir. Voilà ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend de ces sociétés minières-là. Tant qu'on n'arrive pas à être objectif, à être sérieux avec nous-mêmes, c'est difficile que les autres, c'est-à-dire le deviennent avec nous. Bien, le débat c'est aussi avec nos auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 2 fois. On va aller avec cette première réaction qui nous parvient. Bonjour Kavi à toute l'équipe. Monsieur Camara, les élections européennes se sont déroulées le dimanche passé et l'extrême droite remporte une bonne partie de l'Europe et c'est ce qui a coûté cher à Emmanuel Macron, écrit-il, jusqu'à dissoudre l'Assemblée nationale
française. Et nous savons tous, c'est un parti qui n'aime pas voir les Africains en France, qui n'aime pas voir les Africains. Alors, je vais dire aux Africains de couper le cordon ombilical avec la France et se tourner vers la Russie, la Chine ou même l'Inde. La France est en train de perdre sa place au niveau mondial. Donc, l'Afrique doit chercher de nouveaux partenaires en dehors de la France. Keïta à Corfo, depuis Kiroti. Merci, fidèle auditeur de cette émission. Bonjour, monsieur Abdallah, et à toute l'équipe du jour. Pour le cas de la construction de l'usine, ce n'est qu'un rêve, écrit-il, signé Aminata Mfali Sissé, l'un des fidèles auditeurs depuis Yatea. Merci de nous écouter depuis Yatea, dans la nouvelle commune de Sonfonia, il faut le rappeler. On y va avec cette autre réaction. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba, Dintin Djambouria, d'Ankama, dans mon village natal. Je ne crois pas à cette annonce, car il y a plus de paroles que d'actes concrets. Et là où les anciens dirigeants ont échoué, ce n'est pas le CNRD qui va réussir dans ce projet. Il y a beaucoup de sociétés minières dans notre pays, mais le peuple ne bénéficie de rien, sauf la misère et la galère. Salam à cher Yaya, merci pour votre progression dans ce média, cher Abdallah. Félicitations à vous, qu'Allah vous aide à remplir la tâche dans votre nouvelle fonction. Mamadou Alpha Djambouria depuis Koloma, merci cher ami, merci d'être fidèle à cette émission. Le scanner, on enchaîne toujours avec les auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 67. Bonjour Abdallah et à l'équipe des chroniqueurs. Bonjour chez moi à Djigiwel, c'est dans Miti d'Alaba, puisque l'actualité oblige. Je m'en vais féliciter vos deux journalistes sportifs, Amadou Major Diallo et Hassan Diallo. Oui, il faut les féliciter, ces gars, qui nous ont livré un commentaire high level hier lors du match de Sili National. Bravo les gars, félicitations, je le rappelle également. Malgré la défaite de l'équipe qui fait très mal, très décriée par le public sportif guinéen, on peut perdre, c'est vrai, mais avec la matière, Kaba Diawara doit se séparer de ce fameux Fasciné Conté qui ne cesse de nous enfoncer de plus dans le trou que de nous proposer une piste de sortie. Certes, certains se réjouissent de cette signature, mais honnêtement, l'État n'est pas encore prêt à faire face aux véritables problèmes que nous traversons au niveau des mines. Les gens prennent nos richesses et les transportent pour en faire des produits finis. Je me demande réellement qu'est-ce que la Guinée et les localités qui abritent ces mines gagnent dans ces contrats, surtout connaissant que depuis l'aube des temps, on ne fait que transporter cette bauxite de l'extérieur à l'extérieur, pardon. Donc, je sollicite mieux à ce que l'État envisage une politique agricole plus intense avec des moyens et oublier cette mine qui n'apporte absolument rien à la Guinée. C'est notre ambassadeur Alpha Zidane Diallo qui nous écrit depuis Kiroti. Une pause, derrière, nous tournons la page, nous parlons d'autre chose et ce des télécommunications. C'est tout à l'heure. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sonfonia. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif.
Merci de nous retrouver dans le scanner de Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Si c'est maintenant, vous nous prenez en marche. Vous êtes sur la 89.5 en bande FM. À la télé, vous nous suivez. Vous êtes sur le canal 113 du bouquet Star Times. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Kavi TV, groupe Kavi Média, également sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous pourrez également suivre cette émission en direct et en replay sur notre page, notre site d'information siaminfo.com, sur X, sur YouTube et sur TikTok. Il faut le rappeler. On parle de cet autre sujet. Ce n'est un secret pour personne, mais nul n'en parle, en tout cas pas nos autorités. La liaison téléphonique de nos jours est pourtant un véritable casse-tête et c'est un constat fait par tous. Silence coupable ou complicité déguisée, le consommateur paye le lourd tribut et ne sait à quel sens se vouer. Donc on réclame même le lancement de Guinée Télécom qui semble morner après un tintamarre de tous les noms. Dommage, mais si certains préfèrent être résilients, d'autres demandent aux concernés de rendre des comptes. C'est le cas de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Elle réclame même un audit des cahiers de charges des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs d'accès Internet. Avant de joindre au téléphone notre invité, Mohamed, cette actualité qui dure, qui perdure, j'y arrive, qui dure et qui perdure. Et ça prend du temps. Ouais. Je crois qu'on est dans une situation, on ne sait pas, les auditeurs ou les observateurs qui insistent à ce qu'on revoie les cahiers de charges, les différents cahiers de charges qui ont facilité l'installation de ces sociétés de téléphonie devraient être revus. Il y en a combien? Attention, non, ne nous voilons pas la face, cher ami. Il y en a combien maintenant? Mais il y en a beaucoup. Je mets en tête Celcom. En tout cas, je mets en tête Celcom. Après, abstenez-vous de faire la publicité gratuite. Non, ce n'est pas de la publicité. Ce qui reste clair, ces sociétés sont là. Il n'y a que trois sociétés. On ne peut pas parler. Tout le monde le connaît, alors il ne faut pas. Non, il n'y a que trois sociétés. Ça ne change rien, mon frère. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On n'a presque pas de société de téléphonie à Guinée. Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Ce qui reste clair, moi je pense que c'est quelque chose qu'on devrait revoir. Mais c'est nous-mêmes le problème. Il est beaucoup plus guinéen. Nous-mêmes, on accepte de faire des choses, des installations, sans tenir compte de la faisabilité sur le terrain. C'est vrai que les premières sociétés privées de téléphonie qui sont installées ici, c'est venu à un moment où le Guinéen en avait extrêmement besoin. Donc pratiquement je me demande, est-ce qu'ils ont tenu compte de tout ce qu'il fallait avant qu'on installe tout ça? On disait il faut les installer, après on verra ce que va donner. Et malheureusement, ce que nous avons aujourd'hui, est-ce que tu retiens ton numéro, ce Telgui là? Bon, faut pas provoquer la provocation. Non, c'est juste une question. Non, mais je l'ai encore, c'était un 600, non, rentre pas dans ça, je retiens plus. Je retiens un 60. Ouais, bien sûr, c'était un 60, c'était un 60. Mais ce qu'on peut retenir avec toutes ces sociétés qu'on a connues ici, ça a été une erreur. Vraiment une erreur. Privilégier le secteur privé et tuer complètement le patrimoine national. Ça, il faut revoir. Je me demande, est-ce que le problème n'est pas venu de là? Le fait qu'on a changé même le nom, la création. Sotelgui à Télécom. Pourquoi on a changé? Pourquoi ce changement? C'était quoi? Est-ce que c'est parce que la structure de la société appartenait? Il y a des avenants, bien sûr. Il y a des avenants. Il faut changer de nom pour éviter de payer ces gens. Je comprends, il y a des avenants, c'est vrai, mais il y a aussi les partenaires, parce que c'était avec les Malaisiens beaucoup plus. On se demandait même, est-ce que Sotelgui, peut-être guinéen, ça appartenait réellement à l'État guinéen, parce que les Malaisiens avaient vraiment la même mise sur la chose. C'est comme Swapiti, qu'à l'État. C'est la même chose. Donc moi je pense que on dirait pas, moi je ne veux pas dire que c'est le nationalisme, mais un État ne peut pas rester sans avoir une certaine propriété dans certains domaines. C'est la même chose, c'est comme parler au niveau de l'aviation, avoir son avion, il faut l'avoir. C'est qu'on appelle téléphonie, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des sociétés privées du jour au lendemain qui peut fermer, dire que bon voilà, on ne veut plus, on veut aller investir ailleurs. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut revoir, il faut mettre les moyens qu'il faut, ça va faire saigner financièrement l'État, mais l'État doit se sacrifier pour sortir vraiment d'une nouvelle société pour la communication dans notre pays. Parce que le président de la République ou le chef de l'État ne doit pas toujours avoir sa ligne de téléphone qui permettra de passer d'abord par Paris, Dakar, avant d'arriver à Conakry, ou passer par Conakry, Dakar, faire le tourisme. Vers le tourisme téléphonique. Moi, je pense que c'est quelque chose qui fait très mal. On a déjà notre invité qui est au bout du fil, M. Mbani Sidibé. Il est le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, UDCG. Cher ami Sidibé, bonjour.
Bonjour M. Abdallah et bonjour à vos millions d'éditeurs et de téléspectateurs. Merci d'accepter notre invitation. Oui, ça fait plaisir. Moi aussi, je vous remercie de l'intérêt que vous portez pour la défense et la protection des consommateurs en Guinée. Bien. Cette première question, vous avez attiré l'attention des uns et des autres sur quant à cette problématique, il faut le dire, la ligne de téléphonie qui se dégrade, la connexion Internet pas commode. Aujourd'hui, quelles sont les actions que vous menez pour pouvoir défendre les consommateurs notamment? Merci. Tout d'abord, nous avons commencé par interpeller l'ARPT à travers le service qui s'occupe, qui est en contact direct avec les associations de consommateurs. Et toutes les fois que nous avons, surtout quand la qualité du réseau de Orange est tellement dégradée en ces derniers temps, et quand on a eu à communiquer avec ce service, avec certains responsables de l'ARPT, on nous a fait comprendre que cela était dû à un problème d'électricité. Et bien nous avons dit que c'est pas normal parce que Orange ne peut pas aujourd'hui, la qualité du réseau ne peut pas être vraiment dû à un problème d'électricité. Et au-delà de ça, nous avons commencé d'abord à dénoncer même les violations des cahiers de charges de conventions des concessions des licences de télécommunications solidaires. Vous savez, il y a 3 parties ou 4 parties qui concernent le consommateur. C'est la couverture du territoire national, c'est la qualité des réseaux et c'est la facturation. Et lorsque vous lisez les cahiers des charges des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d'accès Internet, ou quand vous lisez certaines dispositions même de la loi 018, vous rendrez compte que les consommateurs sont totalement, les droits fondamentaux sont totalement violés. Même quand vous prenez aujourd'hui la formulation des contrats, vous savez qu'aucun service, c'est-à-dire que ce soit les puces, que ce soit même l'Internet, les services, ne doit pas être mis à la disposition des consommateurs sans contrat. Parce que lorsque vous gagnez aujourd'hui, vous allez voir que non seulement les gens ont des comptes Orange Money ou d'autres services, mais ils n'ont pas un contrat, ils n'ont pas un bout de papier. Ils n'ont pas un support juridique. Et demain, quand il y a un problème, ils ne peuvent pas vraiment faire des recours devant les tribunaux ou un recours administratif parce que l'administration des preuves va être un problème. Quand vous prenez la couverture du territoire, parce que quand vous lisez les cahiers de charges et les conventions, au niveau de l'article 4 d'ailleurs, vous allez voir que tous ces opérateurs doivent couvrir les chefs-lieux de toutes les préfectures et les sous-préfectures en 3 ans. C'est-à-dire que dès après la signature du contrat et de la concession de licence, il fallait vraiment aller vers la couverture. Mais regardez aujourd'hui, il est rare de voir ces 3 opérateurs dans toutes les sous-préfectures de la Guinée et vous prenez les axes routiers, que ce soit au niveau des routes, que ce soit même au niveau des mers, tout ceci devait être couvert par ces réseaux-là. Mais très malheureusement, ça c'est des violations. Donc ça veut dire que sur le coup, il n'y a pas de concurrence. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gros sous-préfectures aujourd'hui où il n'y a qu'un seul opérateur, où il y a même jusqu'à présent des villages où les gens vont monter sur l'arbre ou s'arrêter sur les collines pour appeler. Oui. Alors que c'est pas normal. Ça c'est une violation. Ça c'est dans les cahiers de charges des conventions. Quand vous prenez aujourd'hui la facturation, surtout au niveau de l'Internet data et des fournisseurs, au niveau des fournisseurs d'accès Internet, vous allez voir qu'aujourd'hui, aucun consommateur ne peut vous dire aujourd'hui combien coûte un mégaoctet, combien coûte un gigaoctet, combien coûte un kilooctet. Ou quand vous prenez les bytes, c'est-à-dire que ceux qui font, vous allez voir combien coûte un mégabyte et combien coûte un gigabyte. Et vous savez qu'en matière de facturation, quand vous prenez aujourd'hui, il y a une différence entre octet et méga et byte. Ouais. Parce que l'octet est plus grand que, 8 fois plus grand que le byte. Donc, tout ceci, ça fait, oui, aussi, la loi est passée plus loin. Le consommateur devait être informé sur le prix unitaire TTC. Et mais vous allez voir aujourd'hui, on vous parle de forfait, mais quand vous rentrez, vous ne pouvez même pas, l'opérateur ou l'ARPT ne peut même pas expliquer la facturation. Ça, c'est déjà révoltant parce que l'ARPT, normalement, si la facturation commençait à partir du kilooctet, on devait informer le consommateur ou du mégaoctet. Combien, parce qu'il faut respecter l'unité monétaire de notre pays. Bien. Mais ça, c'est une préoccupation. Alors, vous prenez la qualité aujourd'hui. Il y a toujours des dégradations, tant au niveau de la voix qu'au niveau du data. Et lorsque vous partez l'ARPT n'a jamais sanctionné ces opérateurs. Et je vous ferai distinguer, quand vous prenez Orange, la manière dont Orange facture aujourd'hui l'Internet en France, pourquoi ils ne veulent pas facturer comme ça? Nous devons aller vers la modernisation de la facturation. Nous pensons qu'aujourd'hui, ces nouvelles autorités pourraient nous proposer la facturation post-payée, pré-payée aux consommateurs de choisir, de souscrire à ce qu'ils veulent. Ils font ça déjà en France et dans d'autres pays. Pourquoi pas la Guinée? Prenez aujourd'hui, même quand vous rentrez au niveau de l'Internet, vous allez voir dans d'autres pays aujourd'hui, il y a des SMS illimités, il y a assez d'avantages qu'on accorde aux consommateurs. Oui. Et ils font ça même dans les pays limitrophes là. Tout ça, c'est des mesures que, normalement, nous, on pense que après le global des cahiers de charges, des conventions, des licences, on peut vraiment aller vers cela.
C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui, et nous condamnons même le silence du ministre, de Madame la ministre des Postes et Télécommunications. Depuis qu'elle est nommée, elle n'a pris aucune mesure. Ce n'est même pas son problème, la qualité des services, la facturation des opérateurs. Elle n'a jamais regroupé les opérateurs aujourd'hui pour expliquer aux consommateurs les mesures qu'ils sont en train de prendre. Nous, on pensait, parce qu'il faut savoir que toutes ces conventions-là ont été signées par le ministre des Postes et Télécommunications. Ouais. Si par ailleurs, on est en train de dire aux autres qu'ils violent les cahiers des charges, mais nous pensons aujourd'hui que certains opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs d'accès Internet, sont en train de violer. Et au plus haut cas même, on est en train de prendre la couverture aujourd'hui en 4G, où certains opérateurs ont bénéficié. Il n'y a aucune transparence, alors que tout doit se faire en délai, en terme. Et cela permet à... Parce que la meilleure façon de protéger le consommateur dans une économie concurrentielle, c'est de créer la concurrence. Et aussi, nous condamnons aussi le fait que jusqu'à présent, la situation de la société Guinée Télécom. Aujourd'hui, on ne fait que... Et nous, on parle de souveraineté dans notre pays. Où est notre souveraineté en matière de communication? Alors que quand vous prenez, depuis qu'au centre d'Alpha et maintenant là, il y a eu des grands investissements au niveau de la société Guinée. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à nous expliquer non seulement l'argent de contribuer à l'entrée de parti, mais les consommateurs ont été biaisés. Parce qu'il faut savoir qu'avant la fermeture de la société Guinée, beaucoup de consommateurs avaient des unités dans leur téléphone et leur numéro. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à faire l'état des lieux et il n'y a aucun plan de règlement au niveau des consommateurs. Donc, nous pensons que, on pensait que Madame la ministre devait vraiment être du côté des consommateurs, mais nous sommes très surpris aujourd'hui que le secteur de la téléphonie est pris en otage. Parce que nous, on ne peut pas comprendre. Quand vous prenez aujourd'hui, pourquoi on veut fabriquer un leader de téléphonie étranger et laisser notre opérateur historique. Dans tous les pays, il y a la notion de l'opérateur historique qui doit vraiment, la Guinée doit avoir sa propre société et ça existe. Pourquoi on veut bloquer cela? Alors, Bani, oui. Bani, au regard de ce que vous venez d'expliquer ici, quelques démarches que vous avez entreprises vis-à-vis de l'ARPT, et jusqu'à date, aucun signe annonciateur, enfin, qui pouvait faire bouger un certain nombre de choses n'est fait de ce côté-là. Est-ce qu'on peut parler, enfin, d'une complicité entre l'État et cette société? Oui, mais vous savez, quand vous parlez de complicité, ça c'est un grand mot, parce qu'il faut apporter. Mais nous, ce que nous savons, l'ARPT ne joue pas son rôle. Aujourd'hui, l'ARPT, c'est une institution. Vous savez, quand vous prenez l'ARPT, il y a deux organes qui gèrent l'ARPT. Il y a l'organe décisionnel qui est le Conseil national de régulation des postes et télécommunications. Il y a l'organe opérationnel qui est la direction générale. Normalement, après la décision du Conseil national de régulation des postes et télécommunications, la direction opérationnelle, la direction générale, devait vraiment travailler sur le terrain. Mais nous n'allons pas nous fatiguer. Parce que vous ferez distinguer qu'il y a des années ici, nous avons pu annuler, à travers nos réclamations, nous avons pu annuler des augmentations ici. Et vous allez voir dans les jours à venir que ce que nous sommes en train de mener, et vous allez voir des grands résultats parce que nous avons décidé non seulement de saisir cette fois-ci les nouvelles autorités de la transition, parce que vous ferez distinguer qu'il y a eu la transition dans beaucoup de pays africains, mais tous ces pays, à travers la souveraineté, le nationalisme, le patriotisme des cadres, on a pu vraiment aboutir à une diminution de l'Internet dans ces pays-là. Mais très malheureusement aujourd'hui, nous sommes très surpris que les nouveaux maîtres du pays sont en train de laisser les opérateurs marcher sur les consommateurs et même les fournisseurs d'accès Internet aujourd'hui. Et regardez l'atterrissage de la fibre, oui. Monsieur Sidibé, depuis le lendemain quand même de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, nous vivons ces réalités-là. Et depuis là, jusqu'à maintenant, là, vous n'avez presque pas fait grand-chose. Est-ce que votre réveil ne s'avère pas tardif? Non, pas du tout. C'est que vous savez, quand vous dites que vous n'avez pas fait, regardez le tout récemment là. Quand il y a eu une perturbation au niveau des MTN, on nous a envoyé à travers nos réclamations auprès de l'ARPT, certains ont eu des gigas après, malgré que le délai était très court là. Mais est-ce que vous n'êtes pas beaucoup plus dans le discours que dans la réalité des faits, c'est-à-dire dans l'action? Oui, mais l'action, vous savez, la meilleure action, c'est la communication. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce que ça apporte comme changement pour les millions de consommateurs? Combien de cadres nous écoutent aujourd'hui? Vous savez qu'on ne voit pas la défense des droits des consommateurs, ce n'est pas la violence seulement. La meilleure arme, l'arme la plus durable, la plus efficace, c'est la communication. Aujourd'hui, nous avons décidé de traduire, de mettre à votre disposition, vous les grands journalistes d'investigation, certaines dispositions des conventions et des cahiers de charges. Et je pense que si tous les consommateurs, regardez, vous avez vu, qui n'a pas vu une sous-préfecture ou bien une préfecture demander faire des doléances auprès des autorités pour avoir accès à la couverture du territoire, avoir accès au réseau. Alors que c'est un droit pour eux, parce qu'ils ne connaissent pas. Même les gros villages aujourd'hui, il y a une notion qu'on a appelée le service universel. Normalement, le service universel aujourd'hui doit pouvoir aider à financer les villages non rentables. Même il y a des types
des personnes, je vais parler des handicapés, des trucs là qui doivent avoir des services à travers le fonds de solidarité numérique et le service universel. Mais il faut qu'on le mette dans le débat et c'est pourquoi nous venons. Nous faisons tout ce que nous vous disons là, c'est avec des preuves. Parce que nous faisons des démarches et nous pensons que à travers vos données, notre pays, ça va bouger. Dans un passé récent ici, personne ne pouvait parler de la défense ou la promotion des droits des consommateurs. C'est grâce à vous les médias, oui. Tout récemment, il y avait eu des dysfonctionnements qui ont été constatés au niveau de MTN. Automatiquement, la RPT avait réagi à cela et je crois que les choses commencent à aller comme ça se doit maintenant. En ce qui concerne Orange, puisque c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, c'est là où se trouve un véritable problème aujourd'hui. Comment vous expliquez ces deux poids, deux mesures? En tout cas, de l'autre côté, on est prompt à réagir, mais quand il s'agit d'Orange, on ne réagit pas. Comment vous comprenez tout cela? Et c'est là où nous avons commencé la communication. Vous savez, aujourd'hui, le pays est pris en otage par un petit clan. Vous savez, quand aujourd'hui, il y a certains qui peuvent même utiliser la diplomatie pour se protéger. Mais nous allons, dans les jours à venir, nous allons expliquer aux consommateurs ce qui se passe. Pourquoi la Guinée Télécom ne marche pas? Vous pensez que c'est un problème d'équipement? Mais la décision est ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui veulent marcher sous la souveraineté de la Guinée. Qui ne veulent pas que la Guinée soit un pays vraiment indépendant. Qui sont-ils, Mbani? Oui, mais le moment viendra. Nous avons commencé parce que nous sommes en train de toucher la racine. Parce que si aujourd'hui la Guinée Télécom ne marche pas, ce n'est pas parce qu'il y a un problème d'investissement, parce qu'il y a un moment donné, il y avait des équipements de la dernière génération. Vous ferez distinguer que vous-même, vous avez vu des pistes, non? À travers les réseaux sociaux. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que cela veut dire, est-ce que vous voulez dire par là, il y a des Guinéens qui ne veulent pas vraiment qu'on relance cette société? Est-ce qu'il y a des Guinéens au-delà même de la Guinée. Ou des forces extérieures, c'est cela? Au-delà même de la Guinée. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus fort que le ministère des Postes et Télécommunications. Il faut qu'on ait nous aurons le moment et le truc pour le dire. Vous avez eu le temps de voir ces cahiers de charges. Est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui, avec tout ce que nous rencontrons depuis plusieurs années maintenant comme difficulté, est-ce qu'on peut résilier des contrats avec certaines sociétés de téléphonie? Oui, mais c'est une convention. Il y a une convention. Je vous ai dit que la convention a été signée par le ministère des Postes et Télécommunications. Et le contrôle et l'exécution, les violations, les manquements sont... C'est pourquoi il y a eu une loi qui a créé l'ARPT, l'autorité de régulation en 2005. Avant, quand on avait signé les conventions, il n'y avait pas une autorité compétente. Aujourd'hui, quand l'ARPT peut sanctionner, peut même aller vers proposer le retrait des licences de concession des licences de télécommunications. Aucun opérateur ne peut être au-dessus de la Guinée. Et même il y a des recours aussi. Lorsque vous retirez les licences de télécommunications, directement vous allez vous transporter devant le tribunal de première instance de Kaloum, et si rien n'est fait, vous allez partir à la chambre d'arbitrage de Paris. Tout est prévu dans les cahiers, dans les conventions. Et je pense que les voix sont là. C'est pourquoi nous commençons à dénoncer. Si l'État ne fait pas, nous allons non seulement alerter ces sociétés mères, parce que nous sommes membres de l'Union internationale des consommateurs. Et nous allons non seulement, parce que la plupart des sociétés qui sont en Guinée, ils sont dans d'autres pays. Vous savez, c'est certains Guinéens aujourd'hui qui veulent... Vous savez, il y a certains Guinéens qui ont tout abandonné pour courir derrière ces opérateurs, pour fatiguer les consommateurs. Bani, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Ça a été tellement rapide que certains n'ont pas compris. Vous avez dit chambre d'arbitrage d'où? Chambre d'arbitrage de Paris. Donc il faut pas à Paris, on ne peut pas le faire en... Non, oui. Expliquez-nous un peu, pour qu'on sache. Expliquez-nous un peu pourquoi chambre d'arbitrage de Paris. C'est-à-dire que l'État peut décider de retirer les licences. Quand l'État retire, l'opérateur, s'il n'est pas consentant, il a quelques voies de recours aussi. Il peut saisir d'abord le tribunal de première instance de Dixine, de Kaloum. Après, Kaloum peut aller maintenant, il peut se transporter devant la chambre d'arbitrage de Paris, ce qui est dans les conventions. Donc, mais tout ça là, aucun opérateur n'est au-dessus de la Guinée. Aucun opérateur. D'ailleurs, quand vous prenez, si vous n'arrivez pas à respecter les dispositions des cahiers des charges, vous n'arrivez pas à respecter les dispositions de la loi 018, mais l'État est souverain. Nous sommes dans une république quand même. On peut retirer. Parce qu'il y a, ça veut dire qu'il y a une partie qui n'a pas rempli une de ses obligations. Vous dites, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'à l'entame de votre intervention, que vous avez quand même rencontré l'ARPT, est-ce que vous avez obtenu des explications ou néanmoins une réponse par rapport à tous ces dysfonctionnements? Fiable et convaincante. Oui, mais vous savez d'abord, j'ai commencé par vous dire quoi? Il y a des opérateurs, nous connaissons ces opérateurs qui n'arrivent pas à couvrir le territoire. Il y a deux opérateurs aujourd'hui, quand vous partez dans les grandes sous-préfectures et même dans les gros villages ou les grandes aménagements, vous allez trouver que ces réseaux n'existent pas.
Ça, c'est connu de tous les Guinéens. Monsieur Sidibé, qu'est-ce que la RPT vous a donné comme réponse? Écoutez, même quand il y a une petite coupure d'Internet, il y a un service qui s'occupe des consommateurs à l'ARPT. Nous l'appelons rapidement. Et souvent même, ils nous envoient des messages. Dès qu'il fait des remontées, ils nous envoient des messages sur WhatsApp ou des mails que nous avons. Monsieur Sidibé, oui. Je reformule ma question par rapport à ces dysfonctionnements que vous avez exposés auprès de l'ARPT. Quelle a été sa réponse par rapport à tout cela? Oui, mais vous savez, l'ancienne direction, nous on avait écrit, ils nous ont fait un courrier retour. Et même maintenant, là, nous sommes en train de préparer un mémorandum, non seulement qu'on va adresser à tous les services compétents, pas l'ARPT seulement maintenant, parce que nous avons vu que l'ARPT n'est pas la volonté. Parce que depuis que le nouveau directeur est venu... Donc vous n'avez pas reçu de réponse quand vous avez formulé le courrier? Oui, mais s'il y avait la réponse à un autre niveau, c'est votre satisfaction. Quand ça marche, le consommateur veut la résultat. Non, ce n'est pas la question. Peut-être que vous ne l'avez pas compris, M. Sidibé. Oui. Bah veut comprendre. Hein? Vous avez parlé de beaucoup de dysfonctionnements. Est-ce que d'abord vous avez saisi l'ARPT quand vous avez constaté ces dysfonctionnements? On va aller graduellement. Merci. Depuis que... Je vais vous faire un petit rappel. Les dossiers, tous nos courriers sont dans les archives de l'ARPT à partir, même au temps du dernier directeur de... Non, parlons de ce petit temps. C'est-à-dire de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures à nos jours. Est-ce que vous avez formulé des requêtes que vous avez adressées à la RPT? Pour le moment, les requêtes n'ont été que fortes. C'est-à-dire on a toujours envoyé des trucs à notre représentant. Je n'ai pas écrit officiellement au directeur général pour attirer son attention. Donc il est temps de le faire alors. Mais admettons que vous-même vous avez péché quelque part. Bien. Ça veut dire quoi? Non, mais vous n'avez pas adressé un courrier en bonne et due forme officiellement au niveau de la RPT, ce que vous auriez dû faire. Non, pour obtenir des explications claires et précises vis-à-vis de ces différents dysfonctionnements. Écoutez, l'administration, c'est la continuité quand même. Quand vous écrivez à un directeur, quand il quitte et que le problème n'est pas réglé. Vous avez toujours la possibilité de renouveler quand même. Vous avez toujours la possibilité de renouveler ce que vous avez écrit. Mais moi, je respecte la procédure administrative. Quand j'écris à une direction, quelle qu'en soit la direction, moi, je pense que les hommes vont quitter le service, va rester. On n'est pas élu, le problème persiste pour les correspondances d'écrire encore 2 ou 3 fois, c'est-à-dire les rencontrer, même faire connaissance, parce qu'ils viennent d'arriver. L'administration, c'est une continuité, c'est vrai, mais faire connaissance avec les personnes, les rencontrer dans les bureaux, vraiment, je pense que ça fait partie aussi des obligations. Mais vous savez, quand ils sont venus, ils ont fait des réformes au niveau de l'ARPT. Il y a un service, il y a une division qui s'occupe de la protection des consommateurs. Nous avons reçu des courriers que pour tout problème concernant d'abord, c'est notre point d'entrée. Et vous pouvez vous renseigner toutes les fois qu'il y a des perturbations, la première entité, parce que nous respectons la procédure administrative. On l'informe souvent par les appels ou par les SMS. Monsieur Sidibé, est-ce que vous allez nous promettre, Monsieur Sidibé, est-ce que vous allez nous promettre que dans les prochains jours, vous allez encore renouveler cette correspondance à la nouvelle équipe? Ça, c'est même pas ça, c'est même une urgence. C'est même pas parce que c'est une urgence, parce que nous avons dit c'est une urgence. On peut vous contacter la semaine prochaine pour voir vous êtes à quel niveau? Dès que je suis sur un dossier qui me préoccupe maintenant, là où je suis maintenant, c'est le dossier de la fréquence, c'est-à-dire les agréments retirés, et je suis en train de faire les démarches administratives dans ce sens-là. On vous appelle la semaine prochaine pour voir quel est votre niveau. Oui. Après la fête, parce que vous savez que la fête va prendre 2 jours. Il n'y a pas de problème. Après la fête, nous allons revenir et je vais même passer dans votre studio avec des preuves. Il n'y a pas de problème. Avec vous. Et avec certaines lois, vraiment, ça va me faire un plaisir. Bien. Est-ce que, M. Bani, vous avez pu faire un certain nombre de recensements, s'il faut le dire comme ça, pour voir les zones les plus impactées par cette dégradation du réseau téléphonique dans notre pays, les différentes régions administratives, certaines préfectures, voire même? Oui, mais vous savez que la plus grande partie de la dégradation, c'est au niveau des Grands Conakry. Ouais. Vous savez, la plupart des opérateurs à l'intérieur des groupes, et nous, toujours il y a la perturbation, mais quand vous prenez l'impact, parce que nos démembrements, les remontées qu'on voit, c'est les Grands Conakry, où partout il a fait de courant qui est très stable là, ils connaissent beaucoup de dégradations. Mais vous savez, quand les dégradations commencent à partir des serveurs d'ici, ça a un impact sur l'intérieur. C'est automatique, ça. Donc on peut comprendre qu'on peut faire une liaison entre l'explosion du dépôt pétrolier de Kaloum et cette dégradation, disons,
La proportion de cette dégradation, j'allais dire, de ces derniers temps. Oui, mais bien avant le dépôt, l'incendie, la qualité de l'Internet était très dérisoire en Guinée. C'est la proportion, je veux dire. Je parle de la proportion. Voilà. Elle atteint un niveau où... Avant, c'était la connexion. Avant, c'était la connexion, mais aujourd'hui, quand même, de simples appels, ça ne passe plus presque dans certaines parties de Conakry. Il faut faire plus d'une vingtaine de tentatives pour que ça passe. C'est une précision, évidemment, surtout ici à Imba. Allez-y. Le courant part, la voix va, l'appel et l'internet, tout va ensemble. C'est la faute à l'ARPT. Normalement, les opérateurs, ils ont l'obligation d'alimenter les sites à travers d'autres sources d'énergie extérieures. Ce n'est pas, il doit avoir des systèmes de relais automatiques. Dès qu'il y a coupure de courant pour qu'ils puissent venir, parce que nous, les consommateurs, quand nous payons nos passes, on les paye et on souscrit à ces passes-là, c'est pour satisfaire un besoin. Mais si vous payez votre produit, vous n'arrivez pas à consommer. Mais quand même, il n'y a pas de réparation. Et nous avons demandé à l'ARPT de s'impliquer pour... Dans les autres pays, les opérateurs sont conséquemment sanctionnés pour ces genres de pratiques. Donc. Mais pourquoi la Guinée, on impose des mesures sur les consommateurs et l'autorité qui dit qu'ils sont là pour les consommateurs, mais aujourd'hui, ils ne sont pas en train de faire un effort dans ce sens. Monsieur Mbani Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Merci, Monsieur Sidibé, d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci, c'est avec plaisir. Donc, on a suivi avec beaucoup d'attention notre cher ami Mbani Sidibé, qui est le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. On va aller avec, avant de vous passer faire le tour de table, avec la réaction des auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 67. Bonjour à ma radio. Je suggère aux citoyens d'abord de prendre l'avenir de notre pays en main. On ne peut pas mettre tout notre poids, écrit-il, sur l'État vraiment. Fatoumata Sissoko, qui nous écoute depuis Yateya. Merci pour la fidélité. Bonjour Kavi. Dans notre cher pays, nos mines détruisent plus qu'elles ne profitent. Destruction environnementale, délinquance juvénile et que sais-je encore. L'État devrait travailler pour donner une bonne mine à nos mines. Allez, écrit-il. Abdoulaye Paris depuis Koya. Je répète, l'État devrait travailler pour donner une bonne mine à nos mines. Abdoulaye Bari depuis Koya qui nous laisse cette réaction. On enchaîne toujours avec les réactions d'auditeurs et téléspectateurs. Bonjour Kavi, ne vous y trompez pas. Un ministre des Mines n'est pas n'importe qui. Il doit être un professionnel imbué de la géopolitique mondiale des mines et donc un économiste minier. Avec la CBG, avant la CBG avait le monopole de toute la concession de bauxite de la région de Bokeh. Le patriote Dr Alpha Madi Souma a réussi à partitionner cette mine de bauxite pour ouvrir la porte à d'autres sociétés. Parlons de lui, non. Ingénieur Traoré Fodé Laye, expert consultant. Merci ingénieur, merci pour cette contribution. On enchaîne toujours avec les auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 67. La seule, qu'est-ce qu'il écrit? La seule malchance pour nous Guinéens, c'est d'avoir à la tête de nos institutions des hommes qui n'aiment pas le pays, qui font semblant d'aimer alors qu'en réalité, ce sont eux les premiers responsables de cette mauvaise situation. En termes de réseau téléphonique en Guinée, c'est une chaîne étatique soutenue et entretenue par l'État. Mais puisque nous avons un peuple, il faut faire attention, très résilient, on est appelé à accepter tout, même l'inacceptable. Ça fait très mal de voir nos dirigeants se vanter d'être patriotes. Alpha Zidane Diallo, notre ambassadeur qui revient depuis, et Kioti Djambouria qui nous revient. Et il dit, Monsieur Sidibé ne fait pas des actes, c'est juste pour nous. Allez, non, Djambouria, quand même, il ne fait que son boulot, cher ami. Bonjour les grands journalistes, je profite de l'occasion pour saluer mes parents, mais moi, en tout cas, ce que ces sociétés téléphoniques me font, je ne vais jamais pardonner, car ils sont là à manger. Je ne peux pas appeler mes connaissances, mes passes ne durent pas. Le réseau n'est pas bon. Vous faites, qu'est-ce qu'ils disent? Vous faites pour nous que Dieu vous paye et que Dieu fasse que vous... Non, allez. On va se calmer, Donzo, c'est le pneumatique depuis Capo. On va se calmer un peu ce matin, cher ami Donzo. On va se calmer. C'est déjà compris, le message est passé. Chacun va prendre son mal à patience. En attendant que l'État trouve des solutions. Mais honnêtement, on en rit. C'est un problème très grave. C'est un problème de société très grave, Yaya Diallo. Oui, c'est un problème très grave. Nous la vivons tous. Ce qui fait que aujourd'hui,
l'État qui devrait, puisque on est tout au partant l'État, on s'en rend compte que l'État à un certain niveau doit avoir un contrôle sur un certain nombre de choses, notamment si ces sociétés téléphoniques-là. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, parce qu'à un certain niveau, vous vous rappelez, ces dysfonctionnements en termes d'appels, en termes de connexion, en termes de SMS, à un certain niveau, on a dû constater cela sur MTN. La RPT avait réagi promptement pour rappeler MTN alors, je crois que ce qui fut fait rapidement. Alors, on s'en rend compte que pour Orange, c'est devenu autre chose, une véritable punition téléphonique qu'on essaie d'infliger aux gens et aux autres. Vous voulez appeler quelqu'un, il faut se déplacer, il faut faire plus d'une vingtaine de tentatives pour l'avoir. Et puis quand vous... Il y a des quartiers qui n'ont plus de réseau. Quand vous l'avez au téléphone, écoutez, mais vous entendez des bruits extraordinaires. On dirait des oiseaux. Non mais totalement, vous n'entendez absolument rien. Je crois que là, on est arrivé à un stade où il faut essayer de voir ce qui se passe là-bas. Maintenant, qui ne dit rien conscience, pourquoi je dis, on voit, on entend, on constate, on ne réagit pas. Ça sous-entend par endroit, effectivement. Qu'on cautionne et par ricochet qu'on est complice. Donc ce qui fait que il faut à un certain niveau que nos dirigeants savent ce qu'ils veulent et qu'ils comprennent effectivement c'est pourquoi ils sont là où ils sont. Cherche ce qu'ils veulent, parce qu'il faut le savoir, c'est important. C'est important, oui. On ne peut pas continuer comme ça. Oui, le bas, pour terminer avec ce sujet. Ce n'est pas une première. En fait, nous constatons la même chose depuis près de 6 mois. Est-ce qu'il faut procéder à une audit? J'ai comme pour l'impression aujourd'hui que tout le matériel, c'est-à-dire de ces sociétés de téléphonie-là, était stocké au niveau du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Parce que non, mais écoutez, il faut qu'on se dise la vérité. Depuis le lendemain, c'est-à-dire de l'incendie. Ça c'était en décembre là. C'est la dessert du courant. C'est comme si je ne comprends pas. Bien avant, c'est-à-dire à la prise de pouvoir d'Alpha Condé, jusque les années qui ont suivi, les 3 années, 4 années qui ont suivi, il n'y avait pas une stabilité du courant quand même chez nous ici. Mais le réseau était là. Le réseau était bon. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on n'a plus, c'est-à-dire la même qualité de réseau? Je crois à un moment donné, parce que toutes ces sociétés-là ont quand même des cahiers de charges. Quand vous partez à l'ARPT, j'ai suivi une formation à l'ARPT où on rappelle ces sociétés-là à l'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui travaillent là, ou ces autorités au niveau de l'ARPT ou au niveau du ministère des Télécoms, des télécommunications, n'arrivent plus à jouer leur rôle? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, le citoyen lambda en souffre beaucoup. Il y a à le rappeler. Pour aujourd'hui effectuer un appel, il vous faut 1300 tentatives. Ce n'est pas normal. Nous qui sommes dans la capitale. Imaginez maintenant la galère de ceux qui sont, c'est-à-dire dans les autres villes de l'intérieur. C'est énormissime ce qui arrive et il faut à un moment donné que l'État quand même prenne ses responsabilités et rappelle ces sociétés à l'ordre. C'est tout ce qu'on demande. Il faut trouver des solutions idoines. Oui, en 30 secondes, on a écouté. Moi, je pense que c'est difficile. C'est vrai que c'est l'État. Tout ce qu'on dit, c'est l'État. Et il faut savoir aussi mais on met tout sur le dos de l'État. Il y a des cadres. Exactement, c'est ce que je dis. On met tout sur l'État, mais il faut savoir, l'État s'est retrouvé dans une situation compliquée. Ils sont embourbés, surtout ceux qui sont là. C'est des trucs de plusieurs années qui s'accumulent et ils sont obligés de nettoyer, de faire quelque chose. Ce n'est pas évident. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, il faut reconnaître, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais l'État a des moyens, c'est ce qu'on dit toujours. Ce n'est pas la personne qui voit que nous voyons, c'est-à-dire qui est arrivé hier ou avant-hier. On dit l'État, point continuité. Mais ce n'est pas facile parce que c'est devenu un bourbier, cette affaire de téléphonie. Il faut qu'on arrive à organiser aussi les états généraux de téléphonie dans notre pays. C'est très important, vous l'avez déjà compris. Nous allons encore ce matin nous excuser pour le 3e sujet. Le débat était très intéressant et nous n'avons pas pu aborder ce sujet lié à l'artisanat. Ce ne sera que partie remise et nous allons certainement remettre ce sujet à un autre jour, peut-être demain, si Dieu le veut bien. Merci, Mohamed. Merci, Abdallah. Merci, Mohamed Ba. Merci, Abdallah. Merci à tous. Merci, Yahya Diallo. Merci, Abdallah. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. Merci à la technique, à la régie télé. Nous a accompagné Vaba Koivogué à la radio, Mamadou Diallo, Kandé Sankon. Et également, la réalisation a été assurée par notre infatigable Michel Ouamounou. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie, pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média de développement en République de Guinée.